Chaque pays sur Terre est endetté. C'est une constante universelle. Les États-Unis doivent aujourd'hui plus de 38 000 milliards de dollars. Le Japon croule sous 9 000 milliards de dettes. Si l'on l'additionne tout, la planète entière porte un fardeau colossal de 315 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est 3 fois la taille de toute l'économie mondiale combinée. Mais voici le paradoxe qui devrait vous empêcher de dormir ce soir. Si tout le monde doit de l'argent, à qui doit-on exactement ? Si chaque nation est dans le rouge, où est l'argent ? La réponse n'est pas celle que vous croyez. On vous a appris à l'école que la dette nationale est un problème, une erreur de gestion, quelque chose qu'il faut rembourser pour assainir les comptes. C'est un mensonge. La vérité, c'est que le monde ne doit pas d'argent à une entité extraterrestre. Il se doit de l'argent à lui-même. Mais ce système, cette prison comptable, n'est pas apparue par hasard. Elle a été construite, brique par brique. 4 hommes, 4 architectes financiers, séparés par 3 siècles d'histoire, ont conçu ce piège. Ils ont bâti un système où la dette ne peut jamais être remboursée, où les gouvernements sont obligés d'emprunter pour l'éternité, et où les intérêts coulent vers le haut, toujours vers les mêmes poches. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. Les réunions ont eu lieu, les contrats existent. Et une fois que vous aurez vu comment ils ont assemblé la machine, vous comprendrez pourquoi ces 38 000 milliards de dettes américaines ne sont pas un problème à résoudre pour eux. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Laissez-moi vous présenter les 4 architectes, et comment ils ont piégé le monde. Tout commence bien avant l'époque moderne, en 1694. À cette époque, quand les rois avaient besoin d'argent pour faire la guerre, ils l'empruntaient à l'ancienne. Ils allaient voir des marchands, promettaient de rembourser avec intérêt, et souvent, ils ne remboursaient pas. Ils faisaient défaut. C'était risqué pour les prêteurs et humiliant pour les rois. Mais au moins, la dette était temporaire. Soit elle était payée, soit elle était annulée. Le système se purgeoit de lui-même. C'est alors qu'entre en scène notre premier architecte, William Paterson. Ce marchand écossais n'était pas particulièrement riche, mais il avait une vision. En 1691, l'Angleterre est épuisée par sa guerre contre la France. Le trésor est vide. Plus personne ne veut prêter au roi William III. Paterson approche le roi avec une proposition audacieuse. Il va réunir un groupe de marchands fortunés pour prêter au gouvernement la somme astronomique d'1 200 000 livres. C'est environ 300 millions en monnaie d'aujourd'hui. Mais il y a une condition, une innovation diabolique. Le prêt ne sera jamais remboursé. Le gouvernement ne rendra jamais le capital. Jamais. À la place, le gouvernement paiera des intérêts. Pour toujours. 8% par an, chaque année, tant que l'Angleterre existera. Pour gérer cela, Paterson crée une nouvelle institution, la Banque d'Angleterre. La mécanique est révolutionnaire. Les marchands déposent leur or à la banque prête cet or au le gouvernement taxe le peuple pour payer les intérêts, et la banque redistribue ses intérêts aux marchands. Pourquoi les marchands accepteraient-ils de ne jamais revoir leur or ? Parce que la rente est garantie par le Parlement et les impôts. Ils venaient d'inventer l'annuité perpétuelle. Paterson venait de transformer la dette. Ce n'était plus un fardeau temporaire, c'était devenu un actif permanent. Une source de revenus éternels pour l'élite bancaire, payée par la sueur des contribuables. Le système était né. Mais il était encore local. Il fallait un deuxième architecte pour le rendre mondial. Un siècle plus tard, Nathan Rothschild entre en jeu. La famille Rothschild avait déjà établi un réseau bancaire unique. 5 frères installés dans 5 capitales européennes. Londres, Paris, Francfort, Vienne, Naples. Ils pouvaient déplacer l'argent et l'information plus vite que n'importe quel gouvernement. Nathan, installé à Londres, était le génie stratégique. Durant les guerres napoléoniennes, il ne s'est pas contenté de prêter de l'argent. Il a créé le marché secondaire de la dette. Au lieu de garder les obligations d'État, il les revendait à des investisseurs privés, des fonds de pension, des assureurs. Il a rendu la dette liquide. Mais c'est en 1815, à la bataille de Waterloo, qu'il a cimenté sa domination. Grâce à son réseau de courriers privés, Rothschild apprend la défaite de Napoléon un jour avant tout le monde à Londres. Que fait-il ? Il va à la bourse. Il commence à vendre massivement ses obligations anglaises. Tout le monde le regarde. Il pense « Rothschild vend, l'Angleterre a perdu !» La panique s'installe, les prix s'effondrent, tout le monde vend. Et quand le prix touche le fond, Rothschild rachète tout. Une quantité massive d'obligations à prix cassé. Le lendemain, la nouvelle de la victoire arrive. Les prix explosent. Rothschild a multiplié sa fortune, non pas par hasard, mais par le contrôle de l'information. Mais son héritage est plus sombre. En dispersant la dette aux 4 coins de l'Europe, Rothschild a rendu le défaut impossible. Si un roi refusait de payer, ce n'était plus juste un banquier qui perdait,
C'était tout le système financier européen qui s'effondrait, car la dette anglaise servait de garantie à une banque française, qui prêtait à un noble autrichien. Le piège s'est refermé. Les gouvernements ne pouvaient plus s'échapper. Ils devaient payer, et pour payer les intérêts des vieilles dettes, ils devaient emprunter encore plus. La spirale était enclenchée. Pourtant, il restait une limite physique, la quantité d'argent disponible. On ne pouvait prêter que l'or qui existait. C'est là qu'intervient le troisième architecte, en 1913, JP Morgan. L'Amérique devenait une puissance industrielle, mais son système bancaire était chaotique. Après la panique financière de 1907, Morgan et les banquiers de Wall Street ont décidé qu'il leur fallait un prêteur de dernier ressort. Mais le peuple américain détestait les banques centrales. Alors ils ont rusé. En 1910, un groupe secret se réunit sur l'île de Jekyll, en Géorgie. Pendant 9 jours, dans le plus grand secret, il rédige les statuts de ce qui deviendra la Réserve fédérale. Il ne l'appelle pas Banque centrale. Il l'appelle Système de réserve fédérale, pour faire croire que c'est une agence gouvernementale décentralisée. C'est un mensonge brillant. La Fed est composée de 12 banques régionales, qui sont toutes détenues par des banques privées. Mais voici la véritable magie noire de ce système. La Fed a reçu le pouvoir de créer de l'argent pour acheter la dette du gouvernement. Avant 1913, si le gouvernement voulait emprunter, il devait trouver quelqu'un qui avait de l'argent. Après 1913, le gouvernement émet une obligation. La Fed crée des dollars à partir de rien. Et la Fed achète l'obligation. La demande pour la dette est devenue infinie. Morgan a supprimé la dernière barrière. Maintenant, l'État peut s'endetter sans limite, car la Fed sera toujours là pour imprimer et acheter. C'est une machine à mouvement perpétuel. Le gouvernement emprunte, la Fed imprime, et vous, le contribuable, payez l'intérêt via l'inflation et les impôts. Le piège était presque parfait. Mais il restait une faille. Que faire quand un pays étranger fait faillite ? C'est le rôle du quatrième et dernier architecte, Paul Volcker. Nous sommes dans les années 80. L'inflation ravage les États-Unis. Volcker, alors chef de la Fed, monte les taux d'intérêt à 20% pour sauver le dollar. Cela fonctionne pour l'Amérique, mais cela déclenche une catastrophe ailleurs. Les pays en développement, comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine, avaient emprunté des milliards en dollars. Soudain, leurs intérêts triplent. Ils ne peuvent plus payer. En août 1982, le Mexique annonce le défaut. Les grandes banques américaines, Citibank, Chase, Bank of America, sont exposées. Si le Mexique ne paie pas, Wall Street s'effondre. Volcker aurait pu laisser le marché faire son travail, laisser les banques assumer leurs pertes. Il ne l'a pas fait. À la place, il a orchestré via le FMI un nouveau type de prêt. Le FMI a prêté de l'argent à ces pays, uniquement pour qu'ils puissent payer les intérêts qu'ils devaient aux banques américaines. C'est le cynisme absolu. L'argent entrait dans le pays et repartait immédiatement vers New York. Mais en échange, ces pays ont dû accepter des ajustements structurels, privatiser leurs entreprises d'État, vendre leurs ressources, ouvrir leurs marchés. Volcker a transformé la dette en outil de conquête politique. Quand la dette devient impayable, on ne l'efface pas. On la restructure. On la rend perpétuelle, tout en prenant le contrôle de l'économie du débiteur. C'est ce qui est arrivé à la Grèce en 2010. C'est ce qui arrive au Sri Lanka. Le modèle est toujours le même. Aujourd'hui, nous vivons dans la cathédrale bâtie par ces 4 hommes. Patterson a rendu la dette permanente. Rothschild l'a rendue mondiale et inévitable. Morgan l'a rendue infinie, grâce à la planche à billets. Et Volcker l'a rendue indestructible, même face à la faillite. Le résultat ? C'est 315 milliards de dettes mondiales. Environ 20 000 milliards de la dette américaine sont détenus par des institutions. Fonds de pension, assurances, banques. Des entités comme BlackRock, Vanguard, State Street. Ils achètent cette dette avec votre argent, vos retraites, vos assurances. Et ils collectent les intérêts. Chaque année, le gouvernement américain prélève 1000 milliards de dollars d'impôts juste pour payer ces intérêts. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Des travailleurs qui paient des impôts vers les détenteurs de capital qui reçoivent la rente. Et le pire, cette dette ne peut pas être remboursée. Si les États-Unis remboursaient leurs 38 000 milliards, l'argent disparaîtrait de la circulation, car dans notre système, l'argent est de la dette. Ce serait la déflation immédiate, l'effondrement économique total. Le système est conçu pour croître, pour s'endetter toujours plus, pour toujours. Alors la prochaine fois que vous entendez un politicien promettre de réduire la dette, souvenez-vous de Patterson, Rothschild, Morgan et Volcker. Ils savent que c'est impossible. La dette n'est pas un bug du système, c'est le système. Et les intérêts ? C'est le loyer que vous payez.
chaque jour, pour avoir le droit d'y vivre. Si vous voulez comprendre les autres mécanismes invisibles qui régissent votre vie sans que vous le sachiez, abonnez-vous. Ce n'est que le début de l'enquête.